Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, on parle quand même gourmandise, mais une gourmandise qui nous viendrait d'ailleurs, vu son nom un peu spécial. Il s'agit du kouglof. Et oui, tout à fait. Alors, c'est un vrai défi orthographique, le kouglof. Je pense que s'il a été mis dans la dictée de pivot, il en a laissé plusieurs pantois. Kouglof, en fait, il y a plein de manières de l'écrire. On va dire que l'orthographe la plus simple, c'est kouglof, comme ça se prononce avec un K au début, donc K-O-U-G-L-O-F, voilà, tout concis. Mais il y a plein d'autres manières. Il y a Kugelhopf avec Gelhop avec un PF à la fin. Il y a Kugelhof avec un H qui s'insinue entre deux. Il y a Kugelhof sans le P au bout. Et puis, on remplace parfois le K par un G, ce qui nous donne Gugelhupf ou Gouglouf, mon préféré. Magnifique, on dirait des prénoms de schtroumpfs. N'est-ce pas ? En tout cas, ça parlera peut-être à ceux qui ont fait allemand au collège ou au lycée. Mais oui, tout à fait, parce que l'origine, effectivement, elle est allemande pour le mot Gugelhupf, qui désignait le chapeau des parlementaires strasbourgeois. Ou alors, on a d'autres étymologies, comme d'habitude. Ça pourrait venir du terme Kugel, qui signifie boule, et de l'onomatopée Hopf, qui ferait référence au gonflement de la pâte. Ou alors, encore une proposition pour Maguelone Toussaint Samat, dont on reparle juste après. La définition pourrait être boule au houblon, le houblon faisant référence à la levure de bière qui permet de faire gonfler la chose. C'est une pâtisserie qui ne date pas d'hier, le kouglof. Oui, effectivement. Donc c'est même une pâtisserie historique parce qu'on va la retrouver en référence avec plusieurs rois de France notamment. Donc là, on retourne effectivement chez la délicieuse Maguelone Toussaint Samat dans sa très belle et très exquise histoire des gâteaux et des friandises. On se lasse pas de le citer, hein. Mais c'est vrai que c'est passionnant ce qu'elle nous raconte, Maguelone. Et donc justement, Maguelone nous dit, il faut reconnaître que la Lorraine et Cocorico, voilà, c'est la région d'origine. Il faut reconnaître que la Lorraine peut revendiquer la maternité d'un certain nombre de bonnes choses. La Lorraine a été si bien pourvue par la nature qu'il a doté de fermes florissantes au milieu de beaux pâturages ou de riches vergers, c'est vrai, qu'on a peine à croire qu'en 1477, Charles le Téméraire affama presque jusqu'au dernier les habitants de Nancy, salopard. C'est alors que les survivants jurèrent que plus jamais aucun Lorrain ne mourrait de faim. Depuis, on cultive non seulement ici la campagne généreuse, mais aussi l'art du bien vivre et du bien manger. Pas commun, on pratique ici les plus excellentes recettes où entrent en abondance fruits, crèmes, œufs, fines farines et fromages odorants, je confirme. Sans parler de 100 autres merveilles pâtissières pour rester dans notre propos. On doit quand même donc tout ça, toute cette bonne bouffe à Charles le Téméraire. D'après Maguelone en tout cas. Je pense que on n'aurait pas été affamés, on aurait apprécié la bonne. Nous reformulons la parenthèse et nous revenons au XVIIIe siècle, si vous voulez bien, avec Stanislas Lesinski, le bon roi Stanislas, roi polonais déchu, à qui son futur gendre, le roi Louis XV, a offert le duché de Lorraine, qui était connu, ce roi, pour sa gourmandise et la paternité de quelques pâtisseries de légende. Au gré de ses pérégrinations forcées, mais jamais trop misérables, à travers l'Europe, on affirme qu'il apprécia particulièrement une brioche d'origine germanique, le kouglof. Donc ça viendrait de par là-bas, en Absolument. réalité. Oui, tout à fait. Plutôt est de, on va dire Europe centrale. Connu depuis la fin du Moyen-Âge dans toutes les régions qui bordent l'Allemagne, gâteau traditionnel, des mariages et des baptêmes villageois, le roi Stanislas eut donc le plaisir de retrouver cette gourmandise en Lorraine, gourmandise qu'il consommait avec un petit verre de vin de Malaga, dans lequel il eut un jour l'idée de tremper cette brioche. Les origines du baba sont ici. Mais c'est une autre histoire. On en a déjà parlé d'ailleurs, du baba au rhum. Mais oui, absolument. À retrouver dans les chroniques précédentes. Alors, qu'est-ce qui va faire justement la particularité du kouglof ? Alors, il a plusieurs caractéristiques. D'abord, sa forme. Il a un moule caractéristique en forme de cloche cannelée avec une cheminée centrale. Traditionnellement, le moule est en terre cuite vernissée et parfois en cuivre. Et moi, j'ai la chance, mon mari est dingue de kouglof. Traditionnellement, chaque année, à Noël, c'est le kouglof et il a fait faire un moule géant sur mesure. C'est génial. Un moule de quelle taille ? Gros. Attends, je te montre avec mes mains, comme ça tout le monde va pouvoir entendre. D'accord, donc une bonne trentaine de centimètres. Oui. Là, ouais. Là, exactement l'écart entre tes petits doigts. Là. Waouh. Autre chose qui va caractériser le kouglof, il s'agit d'une brioche garnie avec des raisins gonflés à l'alcool, alcool qui peut être le rhum par exemple.
Et puis on va trouver aussi des amandes qui vont aller se loger au fond des cannelures du moule et décorer la chose, qu'on va recouvrir après le démoulage d'une nuée de sucre glace. Et voilà, le kouglof est reconnaissable parmi mille autres. Du raisin, des amandes, un peu de rhum, c'est que des bonnes choses. Et puis bon, évidemment de la farine. Et il me semble que tu as une petite astuce à nous partager à propos de la farine. Oui, absolument. Et là, ça va être typique de toute brioche. Aujourd'hui, on va dire il faut éviter les farines raffinées, il faut manger des farines complètes, etc. En pâtisserie, il faut pas avoir de considération nutritionnelle, sinon on va avoir une brioche dense, lourde et qui gonfle pas. Pourquoi ? On a besoin de farine très blanche pour faire une pâte à brioche. Ces pâtes-là, elles sont caractérisées par une très grande élasticité et une texture très alvéolée. Pour obtenir ce résultat-là, on va avoir besoin d'un réseau gluténique fort, c'est-à-dire d'avoir un gluten très efficace qui va faire une belle éponge bien élastique en termes de texture. Or, les farines qui sont riches en son, elles vont alourdir la pâte, elles vont affaiblir le réseau de gluten. C'est pourquoi on va opter pour des farines T45 ou des farines de gruau. Et ça veut dire quoi ces farines ? Tu peux nous faire un petit topo T45, T80, tout ça, ça veut dire quoi ? Mais oui, tout à fait. Donc les chiffres qu'on voit effectivement derrière la lettre T, ça correspond... Alors, il s'agit d'une mesure suite à une expérience. Ça correspond au poids des résidus de cendres qui vont subsister lorsqu'on brûle une portion déterminée de farine. Et donc, ça va donner une indication sur la teneur de cette farine en minéraux. Parce que plus la farine est riche en son, et plus les résidus vont être importants. Donc, plus le chiffre va être élevé. Ça veut dire que plus ce chiffre est élevé, plus la farine est complète. On a un petit chiffre T45, la farine est plus blanche. On a un chiffre intermédiaire T80, on a une farine semi-complète. Un chiffre élevé, T150, etc. On a une farine intégrale ou complète. Une farine complète, ça équivaut à quel chiffre ? Alors, ça va dépendre des dénominations parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de législation pour associer tel chiffre à telle dénomination. Mais nos boulangers vont peut-être me détromper. Ça va être à vérifier. C'est pourquoi on va trouver des fois farine complète associée à T150 ou à T110. Moi, par convention, j'ai l'habitude de dire T110, c'est une farine complète, T150, c'est une farine intégrale. Mais voilà, je n'ai pas de définition légale à proposer, donc c'est un peu chacun fait ce qu'il veut. En gros. Est-ce que tu nous préciserais quand même ce que c'est que la farine de gruau dont tu as parlé tout à l'heure ? Mais avec très grand plaisir. Donc, une farine de gruau, c'est une farine très blanche, mais qui va être tirée de blé de force, c'est-à-dire des variétés de blé tendres, mais particulièrement riches en protéines, donc ils sont plus riches en gluten que les autres variétés de blé tendre. Ça va conférer du coup à la farine de gruau une très haute force boulangère, donc un fort pouvoir levant. Et voilà toutes les astuces, les petits conseils d'Anne pour réussir votre kouglof pour les fêtes. C'est une pâtisserie qu'on se régale à manger pendant les fêtes. Vous saurez comment le faire. Vous pouvez aussi construire un moule géant et partager avec nous à Radio Alto le résultat de votre recette. Merci beaucoup Anne, c'était passionnant, c'était délicieux, ça donne l'eau à la bouche, mais pas autant que celle de la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine... c'est cette ambiance extérieure que j'aime avec cette recette, c'est la recette du vin chaud. Avec grand plaisir, Charlotte. Merci Anne, à la semaine prochaine. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.